Dans le hall monumental de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, où les murmures des voyageurs se mêlent aux annonces des vols imminents, une jeune fille noire, Amélie Dubois, 18 ans, se tient devant la porte d'embarquement, son billet de première classe serré dans la main. Humiliée et forcée de quitter son siège luxueux par une hôtesse de l'air, elle ignore que cette injustice va bouleverser non seulement son vol, mais aussi toute la compagnie aérienne. Car Amélie n'est pas une passagère ordinaire. Elle est l'une des plus grandes actionnaires de l'entreprise, détenant une influence bien au-delà de ce que son apparence juvénile pourrait suggérer. Ce qui se passe à bord ne va pas seulement changer le destin des personnes présentes, mais ébranler profondément les fondations de la compagnie, dans un tourbillon d'émotions et de conséquences inattendues. L'aéroport est un kaléidoscope de vie, un microcosme où se croisent des vies pressées, des valises roulantes et des adieux précipités. Les haut-parleurs diffusent des messages dans un français impeccable, ponctué par l'élégance caractéristique de la culture parisienne, où chaque mot semble soigneusement choisi. Amélie, vêtue d'un uniforme scolaire d'une simplicité raffinée, chemise blanche parfaitement repassée, jupe plissée écossaise et baskets blanches immaculées, avance avec une sérénité qui contraste avec l'agitation ambiante. Ses longues tresses, soigneusement nattées, tombent en cascade sur ses épaules, et un petit sac à dos noir, sobre mais fonctionnel, repose sur son dos. À ses côtés, Sophie, sa meilleure amie, une jeune fille vive aux cheveux châtains attachés en queue de cheval, lui lance un sourire complice avant de bifurquer vers la file de la classe économique. « Profite bien de ton luxe, Amélie », plaisante Sophie, ses yeux pétillants d'une malice amicale. Amélie répond par un rire doux, un éclat discret qui ne trahit pas la puissance qu'elle porte en elle. Personne ici, dans ce hall grouillant de monde, ne pourrait deviner qu'elle détient 42% des parts de la compagnie aérienne, un héritage colossal légué par son père, Antoine Dubois, un magnat de l'aviation dont le nom résonne encore dans les cercles d'élite de l'industrie. Décédé un an plus tôt, il a laissé à sa fille non seulement une fortune, mais aussi une responsabilité immense, qu'Amélie porte avec une maturité rare pour son âge. En montant à bord de l'avion, un Airbus A350 rutilant aux couleurs de la compagnie, Amélie pénètre dans la cabine de première classe, un sanctuaire de luxe où chaque détail respire l'élégance française. Les sièges en cuir moelleux, les écrans tactiles dernier cri, les flûtes de champagne posées sur des plateaux d'argent, tout ici est conçu pour offrir une expérience d'exception. Amélie, indifférente à cet apparat, range son sac à dos dans le compartiment supérieur avec une précision méthodique, puis s'installe à sa place, le siège 3A, près du hublot. Elle sort son ordinateur portable, un modèle discret mais puissant, et ouvre un devoir de mathématiques, ses doigts dansant sur le clavier, avec une concentration absolue. Malgré l'héritage qui pourrait lui permettre de vivre dans l'opulence, Amélie reste fidèle à ses ambitions académiques. Étudiante brillante à la Sorbonne, elle étudie l'économie et les mathématiques, déterminée à tracer son propre chemin, à comprendre les rouages du monde et à reprendre un jour les rênes de l'empire de son père, non pas comme une héritière passive, mais comme une leader compétente. Elle ajuste ses lunettes rondes, ses yeux sombres scrutant les lignes d'équations complexes, ignorant les regards curieux des autres passagers. Une jeune fille noire, seule, en uniforme scolaire, dans un espace réservé aux élites, c'est une image qui détonne, et elle le sait. À peine a-t-elle commencé à travailler qu'une ombre se profile au-dessus d'elle. Claire Lefebvre, une hôtesse de l'air d'une quarantaine d'années, s'approche, son chignon blond impeccablement noué et son uniforme bleu marine ajusté à la perfection. Claire incarne l'élégance professionnelle, mais son sourire, bien que poli, dissimule une méfiance subtile. Ses yeux scrutent Amélie de haut en bas, s'attardant sur ses baskets, son sac à dos, son absence d'accessoires ostentatoires. « Mademoiselle, êtes-vous sûre d'être à la bonne place ?» demande-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une suspicion à peine voilée. Amélie lève les yeux, légèrement surprise, mais son visage reste impassible. Elle a déjà affronté ce genre de regard, ces doutes implicites qui naissent de préjudices qu'on ne nomme jamais à voix haute. Sans un mot, elle sort son billet de sa poche et l'offre à Claire, son regard revenant immédiatement à son écran, comme si cette interruption n'était qu'un désagrément mineur. Claire prend le billet,
le tourne et le retourne avec une minutie exagérée, comme si elle cherchait une faute, un défaut, une preuve que cette jeune fille n'a rien à faire ici. Les mots « première classe »,« siège 3A » sont pourtant inscrits en lettres claires, impossibles à contester. Autour d'eux, la cabine commence à s'animer de murmures. Jacques, un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années en costume gris anthracite, assis au siège 2B, observe la scène en haussant un sourcil. Il marmonne quelque chose à sa femme, une remarque à voix basse qui fait naître un sourire narquois sur son visage. Une femme en tailleur strict, installée au rang 4, chuchote à son collègue, ses yeux passant d'Amélie à Claire avec une curiosité mal dissimulée. L'atmosphère devient pesante, chaque regard pesant sur Amélie comme un jugement silencieux. Claire rend le billet, ses lèvres pincées en une ligne fine. « Il doit y avoir une erreur », déclare-t-elle soudain, assez fort pour que toute la cabine l'entende. « Je vais devoir vérifier vos documents d'identité. » Amélie cligne des yeux, surprise par l'insistance de l'hôtesse. « J'ai déjà donné mon billet », répond-elle calmement, sa voix posée, presque musicale, empreinte de cette politesse raffinée qu'on enseigne dans les écoles françaises. Mais Claire ne cède pas. « Je dois m'assurer que tout est en ordre », insiste-t-elle, croisant les bras. « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Le ton de Claire, bien que formel, trahit une autorité qui ne tolère pas la discussion. Amélie sent une vague de chaleur monter en elle, non pas de colère, mais d'une indignation contenue. Elle pourrait protester, exiger de parler à un supérieur, révéler qui elle est. Mais elle sait que cela ne ferait qu'amplifier la scène, attirer davantage de regards, transformer cet instant en un spectacle. Et Amélie Dubois n'est pas du genre à se donner en spectacle. Elle referme son ordinateur avec un claquement discret, range ses affaires dans son sac à dos et se lève, son regard croisant celui de Claire. « Très bien, » dit-elle, sa voix si calme qu'elle en devient presque intimidante. Elle jette un coup d'œil à Jacques, qui détourne les yeux, mal à l'aise, puis à la femme en tailleur, qui baisse la tête vers son magazine. Sophie, depuis la classe économique, ne peut voir la scène, mais Amélie sait qu'elle serait furieuse si elle était là. En marchant vers la classe économique, Amélie sent les regards des autres passagers la suivre, certains empreints de curiosité, d'autres de jugement. Elle s'installe dans un siège étroit, coincé entre deux inconnus, son sac à dos posé à ses pieds. Dehors, par le hublot, les ailes de l'avion scintillent sous le soleil parisien, mais à l'intérieur, une tempête couve dans son cœur. Amélie prend une profonde inspiration, ses doigts serrant les sangles de son sac. Elle connaît trop bien ce sentiment, les regards sceptiques, les questions teintées de préjugés, les fois où on l'a sous-estimée à cause de sa couleur de peau ou de son jeune âge. Mais jamais elle n'a été humiliée si ouvertement, dans un espace qu'elle a légitimement le droit d'occuper, sur une compagnie aérienne que son père a contribué à bâtir. Elle sort son téléphone et tape un message rapide à son oncle Pierre, le gestionnaire de ses parts dans la compagnie. « On m'a forcé à quitter la première classe. Peux-tu intervenir ?» Quelques secondes plus tard, la réponse arrive. « Reste calme, Amélie, je m'en occupe. » Pierre n'est pas seulement un conseiller financier. Il était le bras droit de son père, un homme redoutable qui connaît chaque rouage de l'industrie aéronautique. Amélie range son téléphone, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. Elle n'a pas besoin de crier, de protester ou de faire une scène. Elle sait que Claire vient de commettre une erreur monumentale et que les conséquences ne tarderont pas à se manifester. Dans la cabine de première classe, Claire ajuste son uniforme, satisfaite de son intervention. Pour elle, maintenir l'ordre et les standards de la cabine VIP est une question de principe. Une jeune fille en uniforme scolaire, sans parents, sans signes ostentatoires de richesse, n'a rien à faire ici, pense-t-elle. Elle jette un coup d'œil à la cabine, où tout semble revenir à la normale. Jacques sirote son champagne, la femme en tailleur feuillette son magazine. Mais au fond de la cabine, un autre passager, Madame Dubois, une journaliste reconnue, sans lien de parenté avec Amélie, observe la scène avec un intérêt croissant. Ses doigts tapotent discrètement sur son téléphone, enregistrant quelques notes. Claire, inconsciente de ce regard scrutateur, retourne au comptoir de service, confiante d'avoir agi correctement. Mais un pressentiment commence à la tarauder, une sensation qu'elle ne peut expliquer. Elle vérifie le registre des passagers sur l'écran de service, entrant le numéro du billet d'Amélie. Les informations s'affichent. Amélie Dubois, première classe, siège 3A,
billet payé intégralement. Claire fronce les sourcils, son assurance vacillant légèrement. Aucune erreur. Pourtant, elle ne peut se défaire de l'idée que quelque chose ne va pas. Quelques minutes plus tard, l'intercom grésille et une voix grave retentit. « Claire, ici le commandant Dupont. Veuillez venir au cockpit immédiatement. » Claire sent une boule se former dans sa gorge. Pourquoi le commandant l'appellerait-il en plein vol? Elle ajuste son uniforme, lisse une mèche rebelle et se dirige vers le cockpit, ignorant le regard de Philippe, un jeune steward qui l'observe avec une pointe d'inquiétude. Philippe, nouvellement embauché, a toujours admiré le professionnalisme de Claire, mais il a senti que son comportement envers Amélie était injustifié. Il ne dit rien, mais son silence est lourd de sens. Dans la classe économique, Amélie reste assise, son regard fixé sur le hublot. Elle n'est pas en colère, pas encore. Elle est calme, calculatrice, comme une joueuse d'échecs qui sait que son prochain coup va changer la donne. Elle pense à son père, à son rêve de faire de cette compagnie aérienne un modèle d'excellence, et à sa propre détermination à honorer cet héritage. Ce vol, pense-t-elle, ne sera pas qu'un simple trajet. Il deviendra un tournant, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui croiseront son chemin. Dans la cabine feutrée de première classe, où l'élégance française se mêle à un luxe discret, Claire Lefebvre, hôtesse de l'air chevronné, ajuste son foulard bleu marine avec une assurance vacillante, convaincue d'avoir rétabli l'ordre en expulsant Amélie Dubois de son siège. Mais un appel urgent du cockpit, porteur d'une révélation fracassante, va faire basculer son univers. Amélie, la jeune fille qu'elle a jugée indigne de cet espace privilégié, n'est pas une simple passagère. Elle est l'actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne, détenant 42% des parts. Ce qui semblait être une formalité administrative se transforme en un cauchemar pour Claire, tandis que les événements s'enchaînent à une vitesse vertigineuse, révélant les failles d'un système et les conséquences implacables d'un jugement hâtif. Ce vol, qui devait être un trajet de routine, devient le théâtre d'une confrontation silencieuse, mais explosive, entre une jeune femme déterminée à défendre sa dignité et une hôtesse confrontée à l'ampleur de son erreur. L'atmosphère de la cabine de première classe est un mélange de raffinement et de sérénité, typique des vols long courriers au départ de Paris-Charles de Gaulle. Les sièges en cuir moelleux, disposés en îlots privés, offrent un confort absolu, tandis que des flûtes de champagne Veuve Clicquot reposent sur des plateaux d'argent, scintillant sous la lumière tamisée. Les passagers, pour la plupart des hommes d'affaires en costumes impeccables ou des femmes élégantes en tailleur haute couture, consultent leurs tablettes ou feuillettent des magazines, indifférents au drame qui se joue en coulisses. Claire, debout près du comptoir de service, vérifie la liste des repas VIP avec une minutie qui trahit son besoin de reprendre le contrôle. Pour elle, l'incident avec Amélie est clos. Une jeune fille noire en uniforme scolaire, sans parents ni signes ostentatoires de richesse, n'avait rien à faire dans cet espace réservé aux élites. Elle a agi selon son instinct, persuadée que son rôle est de préserver les standards de la première classe, un sanctuaire de privilèges qu'elle défend avec une rigueur presque obsessionnelle. Pourtant, un léger malaise persiste, une intuition qu'elle repousse avec obstination, comme on chasse une pensée désagréable. À ses côtés, Philippe, un jeune steward de 25 ans aux cheveux bruns soigneusement coiffés, l'observe avec une hésitation visible. Philippe, nouvellement embauché, admire le professionnalisme de Claire, mais son comportement envers Amélie lui semble excessif, presque injuste. « Tu es sûre que c'était nécessaire, Claire ?» demande-t-il à voix basse, son ton empreint d'une politesse respectueuse, mais teinté d'inquiétude. Claire hausse les épaules, son sourire crispé masquant son agacement. « Je fais mon travail, Philippe. Maintenir les standards de la première classe, c'est ma responsabilité. Une gamine comme elle n'a rien à faire ici. » Les mots, prononcés avec une pointe de dédain, résonnent dans l'espace confiné du comptoir de service. Philippe fronce les sourcils, mais ne réplique pas. Il baisse les yeux, se concentrant sur la préparation des plateaux repas, mais son silence est lourd de sens. Il a vu Amélie, sa dignité calme face à l'humiliation, et il sent, sans pouvoir l'expliquer, que Claire a peut-être commis une erreur irréparable. Dans la classe économique, Amélie est assise près du hublot, son sac à dos noir posé à ses pieds.
L'espace étroit, les sièges serrés, l'odeur de café instantanée. Tout contraste cruellement avec le luxe qu'elle a brièvement goûté en première classe. Pourtant, son visage reste impassible, ses traits sculptés par une sérénité presque surnaturelle pour ses 18 ans. Elle ajuste ses lunettes rondes, ses yeux sombres scrutant le ciel bleu à travers le hublot, où des nuages cotonneux défilent comme des pensées fugaces. À l'intérieur, une tempête d'émotions bouillonne. Indignation, frustration, mais aussi une détermination froide, héritée de son père, Antoine Dubois, un homme qui ne reculait jamais face à l'adversité. Amélie n'a jamais voulu se reposer sur l'héritage colossal qu'il lui a laissé. 42% des parts de la compagnie aérienne, un empire bâti à force de vision et de travail acharné. Étudiante brillante à la Sorbonne, elle étudie l'économie et les mathématiques, déterminée à prouver sa valeur par ses propres mérites, à comprendre les rouages du monde pour reprendre un jour les rênes de l'entreprise, non pas comme une héritière passive, mais comme une leader compétente. Mais aujourd'hui, on l'a jugée non pas pour ses actions, mais pour son apparence. Une jeune femme noire en uniforme scolaire, une image qui semble défier les attentes implicites de la société française, où la politesse raffinée cache parfois des préjugés tenaces. Son téléphone vibre, affichant un message de Sophie, sa meilleure amie, restée quelques rangées plus loin en classe économique. « Tout va bien? J'ai entendu des murmures bizarres. » Amélie esquisse un sourire discret, ses doigts tapant rapidement une réponse. « Ça va. Reste tranquille, je gère. » Elle sait que Sophie, avec son tempérament impulsif et sa loyauté féroce, serait capable de faire un scandale si elle connaissait toute l'histoire. Mais Amélie préfère la discrétion, du moins pour l'instant. Elle pense à son père, à son bureau orné de maquettes d'avions, à ses paroles sages. « Ne te batte pas avec des cris, Amélie. Batte-toi avec des faits. » Elle range son téléphone, son regard revenant au hublot. Ce vol, pense-t-elle, ne sera pas qu'un simple trajet. Il deviendra un tournant, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui croiseront son chemin. Dans le cockpit, le commandant Dupont, un homme d'une cinquantaine d'années aux tempes grisonnantes, ajuste son casque avec une gravité inhabituelle. À ses côtés, le copilote Nathan, plus jeune, tapote nerveusement sur le tableau de bord, ses yeux fixés sur les écrans de contrôle. Une communication urgente vient d'arriver du centre des opérations, une rareté en plein vol. Dupont décroche l'intercom interne et appelle Claire d'une voix ferme. « Claire Lefebvre, au cockpit, immédiatement !» Claire, interrompue en pleine vérification des stocks de boissons, sent une boule se former dans sa gorge. Un appel direct du commandant en plein vol n'est jamais anodin. Elle lisse son chignon blond, ajuste son foulard bleu marine et se dirige vers le cockpit, ignorant le regard inquiet de Philippe. En passant par la cabine de première classe, elle remarque Madame Dubois, une journaliste reconnue assise au rang 5 qui tapote sur son téléphone avec une concentration suspecte. Claire ne s'attarde pas, mais un frisson d'inconfort la traverse, comme un pressentiment qu'elle ne peut nommer. Arrivée au cockpit, Claire frappe doucement avant d'entrer. L'espace est étroit, baigné par la lumière bleutée des écrans de contrôle. Dupont pivote dans son siège, son regard perçant fixé sur elle. Nathan, à ses côtés, évite son regard, ses doigts crispés sur les commandes. « Asseyez-vous !» ordonne Dupont, son ton ne laissant place à aucune discussion. Claire s'exécute, ses mains croisées sur ses genoux pour masquer leur léger tremblement. « Claire, expliquez-moi pourquoi vous avez déplacé une passagère de première classe vers l'économie », commence Dupont, sa voix calme mais lourde de reproches implicites. Claire déglutit, surprise par la question. Il y avait un doute sur son billet de commandant. J'ai suivi la procédure pour vérifier son identité. Sa voix s'éteint sous le regard glacial de Dupont. « Un doute ?» répète-t-il, haussant un sourcil. Il pousse une tablette vers elle, l'écran affichant le profil d'Amélie Dubois. Claire lit les mots qui s'affichent en lettres austères. Amélie Dubois, actionnaire majoritaire, 42% des parts de la compagnie. Son cœur s'arrête net, comme si le temps s'était figé. Claire sent une vague de froid l'envahir. Ses mains s'agrippent aux accoudoirs, ses ongles s'enfonçant dans le tissu. « Ce n'est pas possible, » balbutie-t-elle, son visage blêmissant sous son maquillage impeccable. « Une fille si jeune,
En uniforme scolaire? Dupont l'interrompt d'un geste sec, sa voix tranchante comme l'acier. Pas possible, les ordres viennent directement du conseil d'administration. Vous devez aller vous excuser immédiatement et ramener mademoiselle Dubois en première classe. Claire reste figée, son esprit tourbillonnant dans un chaos d'incrédulité et de panique. En 15 ans de carrière, elle a servi des hommes d'affaires influents, des célébrités capricieuses, des diplomates exigeants, mais jamais une actionnaire de cette envergure, et encore moins une adolescente. Elle revoit le visage d'Amélie, sa dignité silencieuse, son regard calme mais perçant, et réalise qu'elle a sous-estimé une adversaire bien plus puissante qu'elle ne l'imaginait. « Commandant, je ne savais pas, » murmure-t-elle, sa voix tremblante, presque implorante. « C'est bien le problème, » rétorque Dupont, son ton inflexible. « Votre travail est de servir les passagers, pas de les juger sur leur apparence ou leur âge. Allez-y, maintenant, avant que la situation ne s'aggrave. » Claire sort du cockpit, ses jambes lourdes comme si elles étaient coulées dans le béton. Elle retourne au comptoir de service, où Philippe l'attend, son expression mêlant curiosité et inquiétude. « Tout va bien ?» demande-t-il, sa voix basse pour ne pas attirer l'attention des passagers. Claire secoue la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Elle sent les regards des autres autour d'elle, comme si la cabine entière percevait son trouble. Jacques, l'homme d'affaires du siège 2B, lève les yeux de son journal, intrigué par l'agitation. Madame Dubois, toujours absorbée par son téléphone, esquisse un sourire énigmatique, ses doigts tapant frénétiquement sur l'écran. Claire ignore ce qu'elle fait, mais un mauvais pressentiment s'installe, comme une ombre grandissante. Elle prend d'une profonde inspiration, lisse son uniforme pour se donner une contenance et se dirige vers la classe économique, chaque pas amplifiant son anxiété. En approchant du siège d'Amélie, elle la trouve assise, calme, presque sereine, son regard fixé sur le hublot. Amélie semble indifférente à l'agitation qu'elle a déclenchée, mais ses yeux, lorsqu'ils croisent ceux de Claire, brillent d'une assurance froide, presque intimidante. « Mademoiselle Dubois », commence Claire, sa voix hésitante, ses mots soigneusement choisis pour respecter les convenances françaises. « Je vous présente mes plus sincères excuses pour le malentendu. Veuillez revenir en première classe, je vous prie. » Les mots, bien que polis, sonnent forcés, dépourvus de la chaleur qu'une véritable contrition exigerait. Amélie tourne lentement la tête, ses lunettes rondes reflétant la lumière tamisée de la cabine. Elle observe Claire un instant comme si elle évaluait non pas l'hôtesse, mais l'ampleur de son erreur. Puis, d'une voix douce mais tranchante, elle répond « Non, merci. Je suis parfaitement à l'aise ici. » Le silence qui suit est si pesant qu'il semble aspirer tout l'oxygène de la cabine. Claire clipe des yeux, déconcertée. Elle s'attendait à ce qu'Amélie accepte, qu'elle retourne en première classe et que l'incident s'efface discrètement, comme une tache qu'on nettoie d'un coup d'éponge. Mais ce refus, prononcé avec une telle assurance, change tout. Les passagers autour commencent à murmurer, sentant la tension qui s'épaissit. Un homme d'âge mûr, assis près d'Amélie, chuchote à sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Elle semble terrorisée, l'hôtesse. Une jeune femme, quelques rangs plus loin, tend l'oreille, intriguée. Claire, désarçonnée, insiste, sa voix montant d'un cran malgré elle. Mademoiselle, je vous assure, c'est une directive directe du conseil d'administration. Je dois vous ramener en première classe. Elle espère que l'évocation du conseil, cette entité abstraite et intimidante, fera plier Amélie. Mais Amélie croise les bras légèrement, son regard ne vacillant pas une seconde. Une directive du conseil? Ou la vôtre? Demande-t-elle, chaque mot pesé avec une précision chirurgicale, sa voix si douce qu'elle en devient presque ironique. Claire sent une sueur froide couler le long de son dos, son foulard soudain étouffant. Elle n'a pas de réponse. Elle sait, au fond d'elle, qu'elle a agi sans raison valable, poussée par des préjugés qu'elle n'a jamais osé remettre en question. « Je vous présente mes excuses sincères », tente-t-elle encore, sa voix tremblante, mais les mots sonnent creux, comme une formule apprise par cœur. Amélie secoue la tête, un sourire discret aux lèvres. « Vos excuses ne changent pas ce qui s'est passé. Je reste ici. »
Claire, figée sur place, sent une vague de panique l'envahir. Elle retourne au comptoir de service, ses mains tremblantes, son souffle court. Philippe, qui a entendu l'échange depuis le couloir, murmure « Claire, tu as peut-être poussé trop loin. » Elle le fusille du regard, mais ses mots n'ont pas de force. « Occupe-toi de ton travail », rétorque-t-elle, mais sa voix manque de conviction. Elle sent la cabine tourner autour d'elle, comme si les murs se resserraient. Jacques, depuis la première classe, tend l'oreille, son intérêt piqué par les murmures qui circulent. Madame Dubois, toujours absorbée par son smartphone, envoie un tweet depuis son compte suivi par des centaines de milliers d'abonnés. Scandale à bord d'un vol Air France. Une jeune femme noire, passagère de première classe, humiliée et forcée de quitter son siège sans raison valable. Discrimination ou erreur. Justice Unvol. Le message, accompagné d'une courte vidéo floue mais incriminante, montrant Claire s'adressant à Amélie avec une autorité froide, commence à circuler à une vitesse fulgurante, attirant l'attention des internautes, des médias et même des associations de défense des droits humains. Les commentaires affluent, certains indignés, d'autres spéculant sur l'identité de la jeune femme. Claire, inconsciente de cette tempête numérique, sent néanmoins la pression monter, comme si un étau invisible se refermait sur elle. Dans la classe économique, Amélie reçoit un nouveau message de Pierre. Le conseil est informé. Ils agissent maintenant. Reste forte, ma chère. Elle range son téléphone, un sourire malin se dessinant sur ses lèvres. Elle n'a pas besoin de faire une scène, car Pierre, avec son réseau et son influence, a déjà contacté les membres du conseil d'administration, qui ne peuvent ignorer une plainte émanant de leur actionnaire majoritaire. Amélie sait que son oncle, fidèle bras droit de son père pendant 3 décennies, connaît chaque rouage de l'industrie aéronautique. Il ne laissera pas cette injustice sans suite, et elle est prête à aller jusqu'au bout pour s'assurer que justice soit rendue, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui pourraient en subir le même traitement. Elle pense à Sophie, à ses amis, à toutes les personnes qui, comme elle, ont dû encaisser des regards sceptiques ou des questions injustes. Ce n'est pas seulement une question de siège. C'est une question de dignité, de respect, de changement. L'intercom grésille à nouveau, brisant le silence tendu du comptoir de service. Claire Lefebvre, retournez au cockpit, maintenant. La voix du commandant Dupont est plus sévère, presque tranchante. Claire sent son cœur s'emballer, ses paumes moites. Elle jette un regard à Philippe, qui secoue la tête, l'air désolé. Elle traverse la cabine de première classe, sentant les yeux des passagers sur elle, comme si chacun devinait son trouble. Madame Dubois lève les yeux un instant, un sourire narquois aux lèvres, avant de retourner à son écran. Jacques murmure à sa femme. Il se passe quelque chose de sérieux. Claire atteint le cockpit, frappe à la porte, et entre, son souffle court. Dupont est assis, son visage fermé, une lettre numérique ouverte sur la tablette devant lui. Nathan, le copilote, reste silencieux, ses doigts crispés. « Claire », commence Dupont, sa voix basse mais lourde de gravité. « Le conseil d'administration exige un rapport détaillé sur vos actions, et ils veulent savoir pourquoi vous avez ignoré leurs ordres de ramener Mademoiselle Dubois en première classe. » Claire blême sent ses jambes vaciller. « Commandant, j'ai essayé. Elle a refusé. » balbutiait-elle, mais Dupont la coupe nette. « Vous avez créé cette situation, Claire. Vous avez déplacé une passagère sans raison valable, et maintenant vous avez mis la compagnie dans une position délicate. Le Conseil ne parle pas de suspension pour le moment, mais je vous préviens, les conséquences seront graves. » Claire sort du cockpit, son monde s'effondrant comme un château de cartes. Elle retourne au comptoir, où Philippe tente de la rassurer avec des mots qu'elle n'entend pas. Ses yeux se posent sur les écrans de service, où les informations d'Amélie restent affichées. Actionnaire majoritaire. Elle revoit son visage, sa calme assurance, son refus de revenir en première classe, et comprend, avec une clarté terrifiante, qu'elle n'est plus aux commandes. Amélie Dubois, cette jeune femme qu'elle a sous-estimée, a pris le contrôle de la situation et Claire, pour la première fois en 15 ans, se sent comme une pion sur un échiquier dont elle ignore les règles. Dans la classe économique, Amélie, toujours assise près du hublot, observe les nuages, son esprit calculant les prochaines étapes.
Elle sait que Pierre a mobilisé le conseil, que l'histoire ne s'arrêtera pas à ce vol. Elle pense à son père, à son rêve d'une compagnie aérienne exemplaire et à sa propre responsabilité de faire changer les choses. Ce n'est pas une vengeance, c'est une mission. Sophie, quelques rangs plus loin, envoie un nouveau message. « Dis-moi tout, je suis prête à venir t'aider. » Amélie rit doucement, répondant « Patience, Sophie, tu verras bientôt. » Elle range son téléphone, son regard brillant d'une détermination nouvelle. Ce vol, pense-t-elle, n'est que le début d'une révolution silencieuse, mais implacable. Dans une salle de réunion au sommet du siège social de la compagnie aérienne, baignée par la lumière éclatante des gratte-ciels parisiens, Amélie Dubois, 18 ans, entre avec une assurance calme mais implacable. Après avoir été humiliée sur un vol en étant forcée de quitter son siège de première classe, elle est déterminée à transformer cette injustice en un catalyseur de changement. Face à un conseil d'administration intimidé par son statut d'actionnaire majoritaire, elle impose des réformes radicales pour garantir que plus aucun passager ne soit jugé sur son apparence. Ce qui a commencé comme un affront personnel devient une révolution qui secoue non seulement la compagnie, mais toute l'industrie aéronautique, prouvant qu'une jeune femme, avec du courage et de la détermination, peut changer les règles du jeu. La salle de réunion, située au dernier étage du siège social, est un espace d'une élégance austère, typique de l'esthétique française. Une longue table en acajou poli, des chaises en cuir noir et de grandes baies vitrées offrant une vue panoramique sur Paris. Les toits de zinc scintillent sous le soleil matinal, tandis que la tour Eiffel se dresse au loin, symbole d'une ville où la tradition rencontre l'innovation. Amélie, vêtue d'un tailleur bleu marine sobre mais impeccablement coupé, entre dans la pièce, son sac en cuir posé sur l'épaule. Ses lunettes rondes reposent sur son nez, et ses tresses soigneusement nattées encadrent un visage dont l'expression mêle sérénité et détermination. Elle n'a pas l'air d'une adolescente, mais d'une femme d'affaires prête à imposer sa vision. Les membres du conseil d'administration, assis autour de la table, se redressent légèrement à son arrivée. Richard Laurent, le PDG, un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux poivre et sel, l'accueille avec un sourire prudent. À ses côtés, Karen Dubois, directrice du service client, sans lien de parenté avec Amélie, note quelque chose dans un carnet, ses yeux perçants fixés sur la jeune femme. Les autres membres, des cadres chevronnés habitués à naviguer dans les hautes sphères de l'industrie, échangent des regards discrets, conscients que cette réunion ne sera pas ordinaire. Amélie pose son sac sur la table et s'installe sans un mot, son regard balayant l'assemblée. Le silence est si épais que le tic-tac de l'horloge murale résonne comme un métronome. Richard Laurent prend la parole, sa voix grave mais teintée d'une politesse formelle qui reflète la culture française des affaires. Mademoiselle Dubois, permettez-moi, au nom de la compagnie, de vous présenter nos excuses les plus sincères pour ce qui s'est passé sur votre vol. Le comportement de notre personnel ne reflète en rien nos valeurs, et nous sommes déterminés à corriger cette erreur. Et monsieur en est sommes payé pour ça. Ces mots, soigneusement choisis, sont empreints d'une déférence qui trahit la position délicate dans laquelle se trouve le conseil. Amélie lève une main, un geste simple mais autoritaire, interrompant Laurent. « Je ne suis pas ici pour entendre des excuses, dit-elle, sa voix claire et mesurée, dépourvue de colère mais lourde d'une autorité naturelle. Je suis ici pour parler de changement. » Les membres du conseil se raidissent, sentant que cette jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, ne se contentera pas de paroles creuses. Karen Dubois pose son stylo, ses yeux scrutant Amélie avec une curiosité mêlée de respect. « Quel changement proposez-vous, mademoiselle Dubois ?» demande-t-elle, son ton direct mais respectueux. Amélie ouvre un dossier devant elle, ses doigts glissant sur les pages avec une précision méthodique. « Premièrement, commence-t-elle, je veux une réforme complète des programmes de formation des hôtesses et stewards, non seulement sur le service client, mais sur la reconnaissance et l'élimination des biais inconscients. Aucun passager ne devrait être jugé sur sa couleur de peau, son âge ou son apparence. » Sa voix, bien que douce, porte une conviction qui fait taire toute objection potentielle. Laurent hoche la tête, prenant des notes. « Deuxièmement, je veux un système de surveillance des comportements discriminatoires sur tous les vols.
Une plateforme où les passagers peuvent signaler immédiatement tout traitement injuste, avec une réponse transparente de la compagnie. Elle marque une pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit des cadres. Enfin, je veux que la compagnie s'engage publiquement à traiter chaque passager avec le même respect, sans distinction. Un silence lourd suit ces paroles. Les membres du conseil échangent des regards, conscients qu'ils n'ont pas affaire à une simple passagère mécontente, mais à une actionnaire qui détient le pouvoir de remodeler l'entreprise. Laurent, après un moment, se penche en avant, ses mains jointes sur la table. Mademoiselle Dubois, vos propositions sont ambitieuses, mais je vous assure que nous les prenons très au sérieux. Quelles mesures spécifiques souhaiteriez-vous voir dans la formation? Amélie, sans hésiter, tourne une page de son dossier. Des ateliers obligatoires sur la diversité et l'inclusion, animés par des experts. Des simulations pour apprendre à gérer des situations sensibles sans préjugés. Et des évaluations régulières pour s'assurer que ces principes sont appliqués. Karen Dubois hoche la tête, notant frénétiquement. Et pour le système de surveillance? Demande un autre cadre, Michel Beaumont, le directeur financier, un homme à l'allure austère. Une application mobile, répond Amélie, où les passagers peuvent signaler en temps réel, avec un suivi direct par une équipe indépendante. Les signalements doivent être traités dans les 24 heures, avec des sanctions claires pour tout comportement discriminatoire. La salle reste silencieuse, impressionnée par la clarté et la précision de ses demandes. Amélie, malgré son jeune âge, parle avec l'assurance d'une dirigeante aguerrie, une qualité qu'elle a cultivée en observant son père et en étudiant les rouages de l'entreprise. Elle pense à lui, à son rêve d'une compagnie aérienne exemplaire et à sa propre responsabilité de transformer cette vision en réalité. Mais ce n'est pas seulement pour elle-même qu'elle agit. Elle pense à tous ceux qui, comme elle, ont été jugés à tort, sous-estimés ou humiliés à cause de leur apparence. Ce n'est pas une vengeance personnelle, c'est une mission pour un changement systémique. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un petit appartement parisien, Claire Lefebvre est assise seule, le visage éclairé par la lueur pâle de son ordinateur portable. L'écran affiche un courriel de la Direction des ressources humaines, dont l'objet est aussi froid qu'un verdict. Avis de licenciement. Claire, les mains tremblantes, lit les mots qui scellent la fin de sa carrière. Après enquête, vos actions lors du vol ont gravement violé les politiques de la compagnie en matière d'équité et de respect des passagers. Nous ne pouvons maintenir votre emploi. Chaque phrase est un coup, un rappel brutal de l'erreur qu'elle a commise. Elle revoit le visage d'Amélie, son calme désarmant, son refus de revenir en première classe, et comprend, avec une clarté douloureuse, qu'elle a sous-estimé une adversaire bien plus puissante qu'elle ne l'imaginait. Claire, qui a toujours pris pride dans son professionnalisme, se sent soudain vulnérable, exposée. Elle a passé 15 ans à respecter les règles, à maintenir l'ordre, à défendre ce qu'elle croyait être les standards de l'élégance française. Mais maintenant, elle réalise que ces standards étaient teintés de préjugés qu'elle n'avait jamais interrogés. Dans un élan de désespoir, Claire ouvre un nouveau courriel et commence à taper. À Mademoiselle Amélie Dubois, je sais qu'aucune excuse ne peut effacer ce que j'ai fait, mais je tiens à exprimer mes regrets les plus profonds. J'ai agi de manière erronée, et je paye maintenant les conséquences. J'ai perdu le travail que j'aimais, et cela m'a forcé à reconsidérer mes croyances. Je ne m'attends pas à votre pardon, mais j'espère devenir une meilleure personne. Sincèrement, Claire Lefebvre. Maïonéa. Elle relit le message, hésite, puis clique sur « Envoyer ». Elle ignore si Amélie le lira, mais c'est tout ce qu'elle peut faire pour tenter de racheter une partie de sa faute. 1 heure passe, puis 2. Enfin, son téléphone vibre, affichant une notification. Le nom d'Amélie Dubois apparaît, et Claire sent son cœur s'emballer. Elle ouvre le courriel, qui ne contient qu'une phrase. « J'espère que vous avez appris quelque chose. » Pas de pardon, pas de réconfort, juste un rappel froid qu'elle devra porter seule le poids de ses actions. Pendant ce temps, l'incident d'Amélie a pris une ampleur inattendue. Le tweet de Madame Dubois, la journaliste qui a filmé l'échange à bord, est devenu viral, partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux.
Les hashtags #Justice and Vol et Égalité dans les airs dominent les discussions en ligne, attirant l'attention des médias français et internationaux. Le Monde publie un article intitulé Une adolescente secoue l'industrie aérienne, tandis que France 24 diffuse un débat sur les discriminations dans les services de luxe. La pression publique force la compagnie à agir rapidement. Quelques jours après la réunion, un communiqué officiel est publié sur le site de la compagnie, rédigé dans un français élégant mais ferme. Engagement pour l'innovation. Garantir l'équité et le respect sur chaque vol. Le communiqué détaille une série de réformes immédiates. Une refonte des programmes de formation pour inclure des modules sur les biais inconscients, un système de signalement des discriminations accessible via une application mobile, et des sanctions sévères pour tout comportement discriminatoire. Amélie est nommée conseillère spéciale d'un nouveau comité de surveillance des clients, une position qui lui donne un rôle direct dans la mise en œuvre de ces changements. L'impact de ces réformes dépasse les frontières de la compagnie. D'autres compagnies aériennes, conscientes de la tempête médiatique, commencent à réévaluer leurs propres politiques. Air France, Lufthansa et même des transporteurs low-cost contactent le siège pour s'inspirer des nouvelles mesures. Amélie, dont le nom apparaît désormais dans les colonnes des journaux économiques et des magazines de défense des droits humains, n'est plus vue comme une simple étudiante. Elle est devenue un symbole d'équité, une jeune femme qui, à 18 ans, a su transformer une injustice personnelle en un mouvement de changement systémique. Pourtant, pour Amélie, la célébrité n'est pas le but. Ce qui compte, c'est l'impact concret de ses actions, la garantie que personne d'autre ne vivra ce qu'elle a enduré. Quelques mois plus tard, sur un autre vol au départ de Paris, une petite fille de 7 ans, aux tresses soigneusement nattées, monte à bord avec sa mère, un billet de première classe à la main. Ses yeux brillent d'excitation alors qu'elle découvre les sièges spacieux et les écrans tactiles. Une jeune hôtesse, Camille, s'approche avec un sourire chaleureux. « Bienvenue en première classe, mademoiselle. Votre siège est juste ici. Puis-je vous aider avec votre sac ?» dit-elle, s'agenouillant pour être à la hauteur de la fillette. La mère, un instant sur ses gardes, s'attendant peut-être à un regard sceptique ou à une question inutile, se détend en voyant la sincérité de Camille. Pas de contrôle excessif, pas de suspicion. La fillette s'installe, un sourire radieux aux lèvres, tandis que Camille lui tend une serviette chaude. Dehors, par le hublot, le ciel s'étend à l'infini, plein de promesses. Sophie, qui voyage sur un autre vol et a entendu parler de cette scène par un ami, envoie un message à Amélie. « Tu as changé les choses, ma chère. Je suis fière de toi. » Amélie, assise dans un café parisien, lit le message et sourit. Elle n'a pas seulement défendu sa dignité, elle a ouvert la voie à un avenir où chacun, quel que soit son âge ou son apparence, est traité avec respect. Ce vol, qui aurait pu n'être qu'un incident isolé, est devenu un tournant majeur, non seulement pour Amélie, mais pour toute l'industrie aéronautique. De jeune étudiante sous-estimée, elle s'est élevée pour transformer un système, prouvant que la persévérance, la dignité et le courage peuvent faire tomber les barrières, même à 30 000 pieds d'altitude. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une injustice, c'est celle d'une jeune femme qui a su utiliser son pouvoir pour créer un changement durable, un changement qui résonne bien au-delà des cieux parisiens. L'histoire d'Amélie Dubois, une jeune femme de 18 ans confrontée à une injustice criante à bord d'un vol, est bien plus qu'un simple récit d'indignation personnelle. Elle incarne une leçon universelle sur la dignité, la résilience et le pouvoir de l'individu face aux préjugés. Dans une société française où l'élégance, la politesse et les normes sociales sont des piliers culturels, cette histoire met en lumière les failles subtiles mais profondes qui persistent dans les interactions humaines, même au sein d'environnements aussi sophistiqués qu'un vol en première classe. En tant que Français, nous valorisons l'équité et le respect, mais l'expérience d'Amélie nous rappelle que ces idéaux ne sont pas toujours appliqués, surtout lorsque des biais inconscients viennent obscurcir notre jugement. À travers son parcours, Amélie nous enseigne des leçons précieuses, applicables à notre vie quotidienne, et nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans la lutte contre les injustices, qu'elles soient grandes ou petites. Tout d'abord, l'attitude d'Amélie face à l'humiliation est un modèle de maîtrise de soi et de dignité.
Lorsqu'elle est forcée de quitter son siège de première classe sous les regards scrutateurs des autres passagers, elle ne cède ni à la colère ni à l'amertume. Sa retenue, empreinte d'une élégance naturelle, reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française. La capacité à rester calme et mesurée, même dans l'adversité. Cette attitude ne traduit pas une faiblesse, mais une force intérieure, une confiance en sa propre valeur qui lui permet de ne pas se laisser définir par le jugement d'autrui. Dans nos vies, nous faisons tous face à des moments où nous sommes sous-estimés ou mal jugés, que ce soit au travail, à l'école ou dans nos interactions sociales. La leçon d'Amélie est claire. Répondre avec dignité, plutôt qu'avec impulsivité, nous donne un pouvoir bien plus grand. Cela nous permet de garder le contrôle de la situation et de transformer une offense en une opportunité de changement. Ensuite, l'histoire d'Amélie met en lumière l'importance de connaître et d'utiliser ses droits. En tant qu'actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne, Amélie aurait pu immédiatement révéler son statut pour mettre fin à l'incident. Mais elle choisit une voie plus stratégique. Elle contacte son oncle Pierre et laisse le système opérer, prouvant que le pouvoir véritable ne réside pas dans l'affrontement direct, mais dans la capacité à mobiliser les ressources appropriées. Cette approche reflète une sagesse qui transcende son jeune âge et qui résonne avec l'esprit français d'efficacité et de pragmatisme. Dans notre quotidien, nous pouvons tirer une leçon de cette stratégie. Connaître nos droits, que ce soit dans un cadre professionnel, éducatif ou social, et savoir quand et comment les faire valoir, peut transformer une situation d'injustice en une opportunité de justice. Cela nous rappelle également l'importance de l'éducation et de la préparation, car Amélie, étudiante brillante, a su tirer parti de sa connaissance du fonctionnement de l'entreprise pour agir avec efficacité. Une autre leçon essentielle de cette histoire est le pouvoir de l'action collective et de l'influence. Amélie ne se contente pas de régler son propre cas. Elle exige des réformes systémiques pour garantir que personne d'autre ne subisse le même traitement. En imposant des changements dans la formation des hôtesses et stewards, ainsi qu'un système de surveillance des comportements discriminatoires, elle transforme une injustice personnelle en un mouvement pour l'équité. Cette démarche reflète une valeur française fondamentale, la solidarité. En France, l'idée que l'individu peut contribuer au bien commun est au cœur de nombreuses luttes sociales, des mouvements étudiants aux réformes du travail. L'histoire d'Amélie nous inspire à ne pas nous contenter de résoudre nos propres problèmes, mais à œuvrer pour un changement plus large, à défendre ceux qui n'ont pas la voix ou le pouvoir pour le faire eux-mêmes. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par de petits gestes, signaler une injustice au travail, soutenir un collègue marginalisé, ou sensibiliser notre entourage aux biais inconscients. Enfin, l'histoire nous confronte à la réalité des préjugés, même dans une société qui prône l'égalité. Claire Lefebvre, l'hôtesse de l'air, agit non pas par malveillance, mais par un biais inconscient, jugeant Amélie sur son apparence, une jeune femme noire en uniforme scolaire, plutôt que sur son droit légitime à occuper son siège. Ce moment douloureux nous rappelle que les préjugés, même subtils, peuvent avoir des conséquences dévastatrices. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » est un pilier, cette histoire nous pousse à examiner nos propres jugements. Sommes-nous toujours aussi impartiaux que nous le pensons? Avons-nous déjà regardé quelqu'un différemment à cause de son apparence, de son âge ou de son origine? L'histoire d'Amélie nous invite à un travail d'introspection, à reconnaître nos propres biais et à nous engager activement à les dépasser, que ce soit dans nos interactions quotidiennes ou dans des contextes professionnels. Appliquer ces leçons dans nos vies demande du courage et de la persévérance. Comme Amélie, nous pouvons choisir de répondre aux injustices avec dignité, en utilisant nos droits et nos ressources de manière stratégique. Nous pouvons également nous inspirer de son engagement à changer les choses au-delà de notre propre expérience, en contribuant à un monde plus juste, que ce soit en dénonçant une discrimination, en soutenant une cause ou en éduquant ceux qui nous entourent. Enfin, nous devons rester vigilants face à nos propres préjugés, car c'est en les reconnaissant que nous pouvons véritablement incarner les valeurs d'équité et de respect si chères à la culture française. Si cette histoire d'Amélie Dubois vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir à vos propres actions ou à défendre l'équité dans votre quotidien,
Alors agissez dès maintenant. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la avec vos amis et votre famille pour diffuser ce message puissant. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de l'histoire d'Amélie et comment vous appliquez ces leçons dans votre vie. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste et respectueux. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.